Chère Michaela Wiegel, chers intervenants, Monsieur Leski et Monsieur Henry, cher public, je suis ravie de vous accueillir ce soir à notre visioconférence intitulée « Immigration et intégration » que la Maison Heinrich Heine à Paris organise à l'occasion de la parution de l'essai « Ce grand dérangement, l'immigration en face » que M. Didier Lesky a publié fin 2020 dans la série Tracts Gallimard, c'est le numéro 22. L'auteur Didier Lesky est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFIE. Auparavant, il a été responsable du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur et préfet à l'égalité des chances à Seine-Saint-Denis. Pour directement entrer dans le vif du sujet, un sujet délicat et passionné, et planter pour ainsi dire le décor du livre, je cite M. Lesky. « Ce n'est pas trahir ses convictions humanistes que de faire le départ entre le réel et l'utopie. Ce n'est pas renoncer à ces idéaux que de prendre en compte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. » Pour l'Observatoire de l'immigration, les grandes lignes à retenir de ce dernier ouvrage de M. Lesky sont les suivantes. Je cite, « L'auteur propose dans son livre une réflexion sur la situation migratoire en France et en Europe, ses enjeux et ses perspectives. L'un des principaux apports de ce livre réside dans les comparaisons européennes qu'il dresse en matière de politique migratoire et d'accueil des migrants. Dans quasiment tous les domaines, il montre ainsi que la France est plus accueillante, généreuse, voire parfois laxiste que ses voisins européens. » Fin de citation. Dans une interview donnée à la radio France Inter, l'auteur explique que dès lors qu'il sent que les débats dérapent, il éprouve un besoin d'intervenir pour remettre les choses à plat et apaiser les tensions. Mais avant de se lancer dans ce débat, d'autant plus sur un sujet aussi complexe et sensible qu'est l'immigration et l'intégration, il faut connaître les chiffres et expliciter le contexte. L'avantage de l'ouvrage que M. Lesky nous livre est qu'il expose devant le lecteur de façon clinique des éléments objectifs à partir desquels chacun peut ou pourra se faire une opinion éclairée, comme il dit. Des chiffres, des faits, des règles internationales et des lois nationales. Il revient notamment sur l'idée qu'il existe non pas une seule, mais des immigrations qui posent des problèmes et des trajectoires culturelles et d'intégration différentes. Le débat de ce soir auquel je vous invite, tout d'abord, les intervenants réunis ici sur le podium de la salle Alfred Grosser et notre public connecté devant l'écran, va montrer si dans la situation actuelle tendue ou crispée en France et dans beaucoup d'autres pays, il est possible d'engager une discussion éclairée et sereine. Nous allons faire la tentative ce soir avec M. Pierre Henry, que je salue à côté de M. Lesky et qui lui donnera la réplique. M. Henry est ancien directeur général de l'association France Terre d'Asile et président de France Fraternité, qui milite pour l'éducation des jeunes des quartiers prioritaires de banlieue. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le chaos ou La fraternité, l'Europe face aux défis de l'immigration. C'était en 2016 aux éditions Hermann. Il est également membre du Conseil franco-allemand de l'intégration. J'accueille également avec très grand plaisir Madame Michaela Wiegel, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris, qui dirigera le débat. Michaela Wiegel a déjà, avec un article intitulé « Letzte Hoffnung Frankreich », Dernier espoir la France, en novembre dernier, informé le public de l'autre côté du Rhin sur l'ouvrage de Didier Lesky et les questions qui y sont soulevées. Encore une fois, un très grand merci à tous les intervenants d'être présents ici à la Maison Heinrich Heine avec notre public en distanciel devant les écrans. Oui, bonsoir avec cette
Parfaite introduction. Merci beaucoup, Madame Deussen. C'est vraiment un grand honneur d'être ici ce soir dans la salle qui porte si bien le nom de Alfred Grosser. Je suis particulièrement heureuse que nous allons parler du sujet de l'intégration et de l'immigration ce soir. Comme beaucoup d'entre vous qui suivent attentivement l'actualité franco-allemande le savent, aujourd'hui était le dernier sommet de l'intégration à Berlin avec la chancelière Angela Merkel. Et un plan d'action national a été décidé avec plus que 100 mesures pour faciliter l'intégration de tous ceux qui sont arrivés en Allemagne d'origine étrangère. Alors je pense que c'est probablement une bonne ouverture à notre débat ce soir, parce que effectivement le comportement et les décisions politiques de la chancelière Angela Merkel au plus fort de ce qu'on a tendance à appeler la crise des réfugiés en Allemagne en 2015 est resté comme un moment pour beaucoup fondateur de l'Europe, mais pour d'autres aussi un moment divisif. Et donc, j'ai envie, pour ouvrir les débats, de poser à vous deux, Pierre-Henri et Didier Lesky, la question si vous avez l'impression, justement, quand vous regardez un grand sommet de l'intégration en Allemagne, est-ce que la France fait assez en ce moment concernant l'intégration ? Merci d'abord à cette maison et effectivement le fait que ça s'appelle la salle Alfred Grosser qui a joué un grand rôle en France sur le rapprochement entre la France et l'Allemagne et pour nous et pour moi un honneur. Alors vous me posez la question, est-ce que la France en fait assez ? Si vous voulez, je serais malhonnête de dire que je pense qu'elle en fait assez. Bien évidemment, c'est une matière où on peut penser qu'on n'en fait jamais assez. Mais après, une fois dit ça, il faut bien comprendre la différence de situation entre nos deux pays. Et c'est ça la difficulté spécifique de la France. D'abord, je dirais qu'il y a une difficulté globale qui date d'avant la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, c'est les capacités d'investissement, de mobilisation financière entre les deux pays. Et bien évidemment, même si l'Allemagne a fait un très gros effort en 2015 en nombre de personnes qui sont entrées sur son territoire et qu'il fallait accueillir, les masses financières qui ont été mobilisées entre la France et l'Allemagne ne sont pas du tout équivalentes. En gros, elles sont 20 fois supérieures en Allemagne qu'en France, et c'est déjà un premier problème pour la France, parce que nous étions dans une économie, et en particulier en termes de déficit budgétaire, dans des situations totalement différentes, puisque la France avait un déficit alors que l'Allemagne avait un excédent extrêmement important. La deuxième chose, et c'est sans doute la plus essentielle, c'est que la structuration économique de la France, et je dirais démographique, socio-démographique, est tout à fait différente. Et la difficulté que nous avons depuis un moment, c'est l'accès à l'emploi, qui est un moment important, en tout cas dans une trajectoire d'intégration, pour ceux qui arrivent. Et la difficulté depuis très longtemps en France, c'est la disparition de beaucoup d'emplois, en particulier d'emplois industriels, la disparition d'emplois peu qualifiés ou pas qualifiés, et qui, de fait, deviennent un frein à l'intégration des nouveaux arrivants, sachant que une partie des nouveaux arrivants, et on pourra en reparler au moment où on parlera d'intégration, eh bien, n'a pas les qualités ou le niveau de diplôme, la capacité à trouver très vite une dynamique d'intégration. Elle est d'autant plus difficile que justement on a une crise à la fois de l'emploi et du logement, avec des concentrations des populations immigrées dans des zones très spécifiques, et qu'enfin, j'en terminerai par là, et là je réponds aussi à votre question, la France a pris beaucoup de retard dans l'apprentissage de la langue pour les nouveaux arrivants, contrairement à ce qui se passait en Allemagne, et que nous essayons de le rattraper, mais nous sommes encore peut-être un peu en deçà, parce que contrairement à
à vous, je dirais, en Allemagne, l'attention sur la question de la langue a été moins forte ces 20 dernières années qu'il ne l'a été en Allemagne. Oui, monsieur Henri, justement, vous faites partie du Conseil d'intégration franco-allemand dont on n'entend pas beaucoup parler, et c'est peu dire. Justement, comment vous voyez, est-ce que c'est ce que M. Leschly vient de décrire, c'est-à-dire cette différence en Allemagne, une tradition de très vite miser sur l'apprentissage et sur l'intégration professionnelle, et aussi un accent mis sur l'apprentissage de la langue, alors qu'en France, pendant longtemps, la tradition, le passé colonial faisait que c'était pas considéré comme forcément nécessaire au départ. Oui, merci à la maison, à Heine, de m'avoir invité à ce débat important. Vous posez la question de l'intégration et immédiatement se pose la comparaison entre la France et l'Allemagne. Je vous dirais d'abord que si la France est un vieux pays d'immigration, le principal pays d'accueil en Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Allemagne. Et qu'il y a une grande habitude de l'accueil en Allemagne. Je fais allusion évidemment aux 12 millions de réfugiés que l'Allemagne a dû intégrer après la Seconde Guerre mondiale. Je fais référence aux Gastarbeiter des années 60. Je crois que c'est en 1964 que l'Allemagne célèbre son millionième travailleur turc. Et puis, évidemment, je fais allusion aux 3 millions de personnes accueillies après la chute du mur. Et donc, le Wir schaffen das de Angela Merkel en 2015, en réalité, repose sur une conscience collective de l'accueil qui est profonde en Allemagne. Nous, à la différence, ce que nous avons considéré, alors on a partagé ça peut-être à un moment avec l'Allemagne, c'est que les travailleurs qui venaient en France pour la reconstruction dans la période des 30 Glorieuses n'allaient pas rester. Et puis, évidemment, à partir de 1974, eh bien, on s'est aperçu qu'ils prenaient souche, qu'ils faisaient venir leur famille et qu'ils allaient rester durablement. Voilà. Je pense qu'il y a véritablement une différence d'approche dans la société française par rapport dans le rapport à l'étranger. Ensuite, oui, je partage évidemment ce qu'a souligné Didier Leschly. Les moyens sont différents, mais il faut savoir ce que l'on veut. Je précise également qu'il y a une espèce de plainte générale en France, et d'une certaine façon, le livre de Didier participe de cette plainte, de cette grande dépression française sur les difficultés de l'intégration. Oui, bien sûr, mais l'intégration n'a jamais été un long fleuve tranquille. Les Polonais, les Italiens qui sont arrivés au début du siècle dernier ont eu à s'affronter à une réalité, à un contexte général extrêmement hostile dans la France radicale, laïque, d'après 1905. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et quand je compare les deux pays, le nombre d'étrangers présents dans les deux pays
n'a rien à voir. On est à près de 11 millions en Allemagne, quand nous sommes à 4,2 millions. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés à définir une politique d'intégration digne de ce nom. Didier Lesky faisait remarquer tout à l'heure que les moyens n'étaient pas les mêmes. Oui, quand même, quand je regarde l'investissement de nos amis allemands dans les politiques d'intégration, chaque année, 23 milliards. 23 milliards investis dans la politique d'accueil des demandeurs d'asile, des réfugiés. Voilà, c'est considérable. Et quand je vois les débats enflammés qu'il y a à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi de finances pour les politiques d'asile et d'immigration, je dois dire que je suis quelquefois à la fois envieux et souvent un peu honteux. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, votre livre participe à la plainte générale. Bon, dites-nous tout d'abord, ce grand dérangement, le titre, il est de vous? Oui, il est de moi. Il est de vous, d'accord. Et vous convenez que ce n'est pas un titre très positif? Non, c'est un titre qui est le reflet du fait que quand on discute d'immigration, on a souvent affaire à des esprits dérangés. Voilà, et c'est en ce sens-là voilà, que je décris le grand dérangement, au sens où on a un débat qui est souvent pris par des passions, des approximations et des choses qui ne permettent pas de mettre de la positivité dans le débat, comme le demande d'une certaine manière Pierre-Henri. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'il a dit. Je crois que la difficulté que nous avons, c'est que nous avons, indépendamment de ce que j'ai dit sur les conditions économiques et industrielles, c'est que nos immigrations et nos traditions d'accueil sont quand même assez différentes. J'entends bien qu'il y a aujourd'hui 11 millions d'étrangers en Allemagne pour une population de 90 millions, mais par exemple la France a une très longue tradition d'accès à la nationalité française que l'Allemagne n'a pas, puisqu'elle a commencé à partir de 2000 à changer son code de la nationalité. Donc nous avons dans l'ensemble de la population sur 2 générations, mais en Allemagne on arrive aussi presque au même chiffre, un quart de la population qui a un rapport à l'immigration. Et surtout, nous avons depuis longtemps, et je reviendrai sur la question des Espagnols et des Italiens, mais depuis plusieurs décennies, une immigration qui, pour une partie d'entre elles, vient de pays profondément déstructurés, hein, et où le niveau d'éducation, de formation n'est pas le même que ceux qui arrivent en Allemagne, si vous voulez. C'est très différent de venir d'un pays, même d'un pays comme la Syrie, qui existait comme pays, que de venir de certains pays de l'Afrique de l'Ouest, où la scolarisation n'existait pas, où il n'y avait pas d'enseignement supérieur, où il n'y avait pas de tradition, je dirais, de formation telle qu'elle existait. Je rappelle que la différence aujourd'hui, c'est que un immigrant sur 2, qui aujourd'hui en Allemagne est un peu plus, du reste, je crois que c'est aux alentours de 60-65%, est un immigrant européen. Aujourd'hui en France, près de 60% de l'immigration n'est pas européenne, avec une présence de plus en plus forte de personnes qui viennent de pays profondément déstructurés et pour lesquels la question de la prise en charge est beaucoup plus difficile. Et pourquoi elle est beaucoup plus difficile? Parce que bien évidemment, on connaît les difficultés qu'il y a eu à un moment donné avec les Italiens. On s'est mal comporté avec les Espagnols au lendemain de la guerre d'Espagne. Mais il y avait tant au sein de l'immigration italienne que du côté français, des institutions qui aidaient à la prise en charge et qui aidaient même dans la médiation avec une partie de la population. On peut penser au rôle de l'Église catholique, par exemple, pour les Italiens, ou au rôle du Parti communiste, à la fois pour les Italiens et pour les Espagnols. Je rappelle que quand les Espagnols arrivent et quand on met en place la commission des réfugiés pour les Espagnols, eh bien, au sein de cette commission des réfugiés, sont représentés les partis républicains espagnols. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'immigrations pour arriver à trouver
trouver ne serait-ce que l'équivalent de ce qu'était le FLN algérien, hein, eh bien, on n'a plus ça. C'est-à-dire qu'on a des instruments de médiation qui existent beaucoup moins. Et en ce sens-là, c'est très différent d'une partie des immigrations que vous avez, et même l'immigration turque. Il y a des capacités de médiation qui existent et qui n'existent pas, par exemple, quand nous avons affaire à certaines immigrations qui sont à l'interne profondément déstructurées. Sur le français, c'est vrai que c'est pas parce qu'on avait une politique coloniale qu'on n'a pas appris aux gens le français, c'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est que jusque dans les années 90, eh bien, en France, le débat, c'était de savoir si on allait ratifier ou pas la charte européenne des langues régionales pour savoir s'il fallait apprendre aux petits bretons le breton, aux petits corses le corse et aux petits occitans l'occitan. Voilà. Et pas de savoir si on allait apprendre à ceux qui arrivent le français. C'est pas du post-colonial, si vous voulez. C'est à l'inverse un débat autocentré et qui était lié à un contexte général idéologique où il fallait absolument protéger à travers l'Europe les langues régionales. Et en réalité, ce débat sur les langues régionales, il concerne la France, il ne concerne pas l'Allemagne, parce que l'Allemagne, il n'y a pas ce type de débat qui... Nous l'avons ratifié aussi, à la différence oui, bien sûr, de la mais enfin, France. vous l'avez ratifié, mais l'écart de langue qui existe dans votre pays avec les écarts de langue qui existent en France, c'est quand même très différent. Hein, je veux dire, entre le créole, le corse et l'alsacien, il y a de la marge. Hein, je veux dire, je rappelle en plus que nous finançons les écoles Diwan ou Diwan, je ne sais jamais comment on présente, hein, c'est-à-dire des écoles où la langue enseignée en même temps que le français est le breton. Voilà. Bon, si vous voulez, demander à un Afghan qui va scolariser des enfants de savoir s'ils doivent apprendre le breton plutôt que le français, c'est un peu compliqué. Mais enfin, j'exagère peut-être un peu. Justement, je crois que c'est probablement le moment où c'est utile de revenir ce que vous faites très bien dans votre livre, de revenir aux différents types d'immigration, parce que je me tourne vers vous, Pierre-Henri. Donc il y a le regroupement familial, on en a parlé. Qui est l'essentiel de l'immigration en France, avec les étudiants. Hein, et dans ce regroupement familial, et c'est là où les débats peuvent être parfois compliqués, dans ce regroupement familial, la grande part du regroupement familial, c'est le rapprochement des conjoints français et qui se fait sans condition. Ce qu'on peut dire sur le regroupement familial, c'est que, contrairement à la dynamique qu'il y a aujourd'hui dans un certain nombre de pays européens, et en particulier, par exemple, pour ceux qui ont une protection subsidiaire, comme on dit, eh bien, la France n'a pas durci sa législation. Et on voit à travers un certain nombre de pays européens, dont l'Allemagne du reste, des durcissements des critères. Et c'est pour ça que je dis que nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas une société accueillante. Nous n'avons pas les moyens d'une intégration sociale réussie telle que nous l'espérons. Nous pourrions l'espérer, mais on ne peut pas dire que du point de vue de la législation, nous soyons rentrés, nous, dans un processus de fermeture, alors que la dynamique dans l'ensemble des pays d'Europe, c'est plutôt une fermeture. Nous sommes en retrait sur la question de la fermeture et pas en avance, contrairement à ce qui est dit très souvent, ou ce que pourraient laisser paraître les chiffres. Et je terminerai là-dessus. En 2015, si les Syriens ne sont pas venus en France, ce n'est pas parce qu'on a mis des policiers de la police de l'air et des frontières à la frontière française, c'est parce qu'ils ne souhaitaient pas venir en France, parce que l'appréciation de quelqu'un qui migre jusqu'ici, eh bien, c'est d'essayer de voir quel est le pays dans lequel il pense qu'il sera le plus facile pour s'intégrer. Voilà. Il y a un certain nombre de nationalités qui pensent que c'est d'abord l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, plutôt que la France. Et on ne peut pas leur jeter la pierre, puisqu'on a un taux de chômage qui était plus important, etc. Ou d'autres qui se maintiennent à Calais parce qu'ils veulent absolument passer en Angleterre, parce que la caractéristique de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas d'inspection du travail, qu'on peut y être plus facilement exploité, et qu'il n'y a pas de carte d'identité, et donc on peut échapper en partie au contrôle. Je termine juste le tableau, donc regroupement familial, juste pour ceux qui veulent. Étudiants. Il y a les visas étudiants, il y a l'asile. Voilà, et un peu d'immigration de travail toujours. Et un peu de l'immigration de travail, mais c'est assez mineur. 30 000, 35 000. D'accord. Alors, vous êtes surtout occupé de la question de l'asile. Oui. Donc, vous pouvez probablement dire un mot sur comment, parce que là, on a eu un tableau assez complet sur le regroupement familial. Comment, non, vous n'êtes pas d'accord. Alors,
commencez par dire là où vous n'êtes pas d'accord. Non. Évidemment, quand on parle de l'immigration, et des flux migratoires, on a un peu tendance à tout mettre dedans. Sauf que quand on déconstruit l'ensemble des flux, on est légitime à se poser la question suivante: où est le problème? Nous recevons 90 000 étudiants chaque année. Il se trouve que les étudiants internationaux représentent un marché, que la France est positionnée sur ce marché. Et, On est au bon endroit pour en parler ici. Et fait tout pour attirer des étudiants internationaux. On est en 4e ou 5e position. Et c'est très bien pour nos universités, les grandes écoles, etc. Ensuite, nous avons une migration qui, chaque année, doit être distinguée au niveau de l'immigration familiale. C'est vrai qu'il y a 90 000 personnes qui rentrent dans notre pays et beaucoup viennent épouser un Français. Ce sont des conjoints de Français. Où est la difficulté particulière vis-à-vis de cela? Est-ce que c'est à un État de vouloir intervenir dans ce domaine, de vouloir réguler ces migrations amoureuses et légales? Le regroupement familial stricto sensu, du point de vue juridique, concernant, c'est la possibilité pour un étranger en situation régulière, bénéficiant de ressources qui sont tout à fait normées et d'un logement, de faire venir famille et enfants. Écoutez, suivant les années, c'est entre 12 et 17 000 personnes. Voilà ce qu'est le regroupement familial pour les étrangers France. Ensuite, vous avez effectivement comptabilisé chaque année dans les migrations, dans les flux migratoires, le nombre de personnes qui accèdent au statut de réfugié. Je dis bien qui accèdent au statut de réfugié. Les demandeurs d'asile sont à part. Et puis, vous avez, et donc là, c'est aux alentours de 35-40 000 personnes. Et puis, vous avez la migration de travail, effectivement, 30 000 personnes. Et vous avez les personnes qui sont régularisées chaque année et qui rentrent dans les flux. Même s'ils sont là depuis près de 10 ans. Ils sont considérés comme primo-arrivants. Ça représente, là aussi, aux environs de 30 000 personnes, entre 25 et 30 000 personnes, suivant les années et l'état de la polémique sur le sujet. Donc, quand on déconstruit ce flux-là, on se dit que le problème n'est sans doute pas dans la globalisation, mais sur un certain nombre d'aspects particuliers. La question, elle est la suivante. Est-ce que toute personne qui rentre sur le territoire national a un droit absolu à y rester ? Quelle est la politique à partir de ce moment-là, en matière d'asile comme en matière de travail, de permis de séjour? Quelle est la politique qui prévaut et qui intègre-t-on? Dans quelles conditions? Et je pense que le vrai problème, il n'est pas dans la nature des flux, parce que les statistiques, là aussi, je ne veux pas abuser des chiffres, mais enfin, nous comptons à peu près 2 millions de personnes étrangères sur le territoire national, qui proviennent du continent africain, dont 1,2 million de Maghrébins. Qui ont quand même, pour la plupart, un partage essentiel avec nous, qui est celui de la langue. Et donc, même si cela s'affaiblit dans un certain nombre de circonstances, ils ont quand même un partage de la langue. Et ces proportions,
entre immigration européenne et autres immigrations, on les retrouve aussi en Allemagne. Je veux dire, il y a beaucoup plus. L'immigration africaine est très faible en Allemagne, c'est 5%, mais l'immigration asiatique, dont les Turcs, est, elle, très importante. Donc, voilà. Je crois, je voudrais rajouter une chose. Je crois qu'au-delà du grand dérangement, nous sommes dans une grande explosion. La grande explosion, elle est d'abord démographique. En 1960, quand Gagarine va dans l'espace, il y a une chaîne de télévision, on est 3 milliards. En 2008, on a 600 chaînes de télévision, on est déjà 6 milliards. Et aujourd'hui, on est au moment de l'homme augmenté, nous nous promenons tous avec des prothèses, on reçoit des images de Mars, et nous sommes 7 milliards et demi. Et pourtant, la migration, le pourcentage de gens qui migrent selon la définition internationale, est resté la même depuis 30 ans. Alors évidemment, les volumes ont augmenté, mais en pourcentage de la population, on est toujours aux alentours de 3,4, 3,5. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que je crois que nous avons un vrai problème politique et que nous avons un problème de volonté. Nous discutons beaucoup sur les questions d'immigration et nous faisons, hélas, peu. Alors, vous venez de mentionner le rôle des nouveaux médias, de la connectivité, de la digitalisation. Et c'est une parfaite transition. Mais avant ça, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent qui peuvent poser des questions, s'ils en ont. Ils ont pour cela une fonction chat et on regardera et on va prendre en compte vos questions. Alors, Monsieur Leski, vous décrivez aussi que justement, il y a un choix qui est fait aujourd'hui par rapport aux pays où ceux qui migrent veulent s'installer. Et que dans ce choix, la France n'a pas le même type d'immigration que, par exemple, l'Allemagne ou l'Angleterre. Et que les évolutions technologiques jouent un grand rôle dans cela. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qui change? C'est-à-dire les gens sont mieux informés, ils ont plus de contacts? Oui, d'abord, les gens sont mieux informés, c'est-à-dire que les personnes choisissent leur lieu d'immigration en fonction de liens historiques qu'il peut y avoir entre les différents pays, en fonction aussi de l'appréciation qu'ils ont de ce qu'ils sont et du pays vers lequel ils veulent arriver. Et c'est pour ça que les questions d'intégration ne sont pas liées exactement à la question du nombre. Je crois que ce n'est pas ça le sujet, même si en France, il y a un siècle, il n'y avait que 3 à 4% d'immigrés dans la population. Aujourd'hui, on est à 10, 11%. En Allemagne, c'est aujourd'hui un peu pareil, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, je dirais, le type de migrant, au sens où quelle qualité ou quelle capacité il a à s'intégrer. Et c'est vrai que nous n'accueillons pas exactement les mêmes personnes. D'abord, bon, en ce qui concerne la France, les documents de l'OCDE, c'est que 45% de ceux qui sont en âge actif n'ont pas sont pas ou peu diplômés, ce qui est déjà c'est un problème. Et puis l'autre élément majeur et qui est nouveau, si vous voulez, c'est le poids de la technique, parce que c'est ça que j'essaye de développer. C'est-à-dire que, et pour prendre par exemple le cas des Allemands, si vous voulez, quand des Allemands immigrent, ils ont immigré de manière très importante à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, ils partent en Argentine, ils sont ce qu'appellent les enseignants, c'est-à-dire dans l'immersion totale, et ils deviennent
hispanophones, si vous voulez. Ils deviennent anglophones aux États-Unis, ils deviennent francophones en France. Bon, ici, et c'est sans doute pareil, et c'est pareil en Allemagne ou dans d'autres pays, le développement des techniques, ce que disait Pierre-Henri, c'est-à-dire les 600 chaînes de télévision, mais on pourrait y rajouter les téléphones, etc., fait on reste en lien, on peut rester en lien à la fois avec sa culture d'origine, avec son bain linguistique, et ça peut avoir des avantages, bien évidemment, pour maintenir les liens avec les personnes dans le pays d'origine, mais ça a aussi des inconvénients, hein, qui sont le fait que si on n'est pas exactement en situation de travail, eh bien l'apprentissage de la langue va être ralenti. Et puis aussi, et c'est là la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que l'écart entre les pays d'émigration et d'immigration, eh bien, sur le plan culturel, s'est approfondi. Hein. L'Europe fait partie des zones du monde d'immigration. Hein. On ne peut pas dire que ça soit une zone forteresse. Et du reste, ça se ressent dans l'ensemble des pays. C'est-à-dire que le spectre des diversités de nos sociétés, eh bien, sa caractéristique, c'est de s'être élargi. Voilà. Le spectre des diversités des pays de départ, eh bien, dans beaucoup de pays de départ, et en particulier par exemple au Maghreb, eh bien, sa spécificité, c'est de s'être rétréci. Voilà. Et l'exemple le plus tragique d'une certaine manière, puisqu'on est au lendemain du voyage du pape en Irak, eh bien, c'est la disparition, par exemple, dans toute certaine zone, des chrétiens, je veux dire, au sens où c'est de la diversité humaine et de la connaissance réciproque. Et donc, on a une partie de ceux qui arrivent qui ont une connaissance moindre de ce que nous sommes que, justement, les Algériens qui pouvaient venir en France à la fin des années 50 ou au début des années 60, qui, d'une certaine manière, savaient plus ce qu'était notre société que des jeunes qui sont issus d'une société qui s'est complètement fermée depuis 1962, au point du reste que même le tourisme ne s'y est pas développé. Et c'est en ce sens-là, par exemple, que les jeunes Algériens sont différents de ceux des Marocains ou des Tunisiens, mais on pourrait y rajouter d'autres nationalités. Et se rajoutent, pour certaines catégories de migrants, et c'est pour ça que je parle effectivement d'émigration, il faut voir catégorie par catégorie, eh bien, dans le poids culturel, la prégnance dans l'identité de plus en plus forte du facteur religieux, hein, qui était moins fort il y a 50 ou 60 ans, au sens où ce n'était pas quelque chose qui enveloppait complètement le comportement sociétal de la personne, tel que ça peut le faire aujourd'hui dans certaines migrations. Et on peut prendre aussi, là encore, le fait qu'un certain nombre de pays se sont complètement transformés. Le Soudan, il y a 50 ans, hein, ce n'était pas un Soudan islamiste comme l'on connaît aujourd'hui. Le Yémen, il y a 50 ans, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait une autre diversité, des classes moyennes, des partis laïques, etc. L'Afghanistan, d'une certaine manière aussi, c'était pas, il y a 50 ans, ce que c'est aujourd'hui. Et tout ça pèse dans les dynamiques d'intégration, et elle pèse d'autant plus que nos sociétés à nous, et c'est vrai pour la France, peut-être plus que pour l'Allemagne, sont en crise interne, hein, et dont un des aspects est la ghettoisation des populations dans certains endroits, des générations qui se succèdent, qui n'ont pas eu accès à l'emploi, qui sont refermées, qui ont du mal à réfléchir sur ce que peut être pour elles le bien commun, etc. Et tout ça, ça pèse. Et c'est un facteur qui me fait dire que l'enjeu n'est pas tant le nombre en ce qui concerne la France, hein, mais pour d'autres pays sans doute aussi, mais c'est la capacité à intégrer des personnes qui sont certes minoritaires par rapport à l'ensemble de la migration, mais qui sont beaucoup plus dures à intégrer aujourd'hui dans les conditions sociales et politiques que nous connaissons qu'hier. Alors, avant d'aborder la dimension européenne de l'immigration et de l'intégration, j'aimerais revenir à ce que vous venez de dire sur ce grand dérangement qui est finalement plus politique que factuel dans les chiffres, parce que si je vous ai bien compris, et j'aimerais avoir justement aussi une connaissance des débats au sein du Conseil d'intégration franco-allemand, une idée.
pourquoi on est en quelque sorte sur des voies un peu divergentes. En Allemagne, on a beaucoup parlé de ce couple de chercheurs turcs, d'origine turque, qui est derrière l'entreprise BioNTech qui a trouvé le vaccin. Donc c'est véritablement un symbole très fort pour toute l'immigration, pour toutes les générations d'immigrés turcs. Et d'ailleurs, quand on voit des entretiens avec eux, notamment elle raconte que elle a grandi en Basse-Saxe, dans une terre très catholique. Et elle dit, quand j'étais petite fille, je voulais devenir bonne sœur, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était probablement pas une bonne idée. Mais je trouvais cette anecdote assez parlante parce que ça montrait à quel point elle avait, en quelque sorte, oublier ou souhaiter s'intégrer. Ça, c'est pas à moi de me prononcer. Mais je me souviens aussi, quand je suis arrivée en France en 98, on parlait de l'équipe. Alors, bien sûr, il y avait tout de suite des gens qui critiquaient ça, mais l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde à l'époque, c'était une équipe qui symbolisait en quelque sorte la force de cette France qui n'était pas seulement d'origine blanche. Oui. Enfin, 1998, oui, nous remportons la Coupe du Monde de football et nous célébrons évidemment cet événement. Mais 4 ans plus tard, en 2002, nous avons Le Pen, l'extrême droite, au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc ça, c'est une réalité. Non, quand je dis que, d'une certaine manière, Didier Lesky dresse à travers cet ouvrage une photographie de la situation actuelle que l'on ne peut nier sur le plan politique, sur la perception, pardon, pas sur le plan politique, sur la perception que la société française a de l'immigration. Indéniablement, il y a un certain nombre de difficultés. Mais enfin, je reviens toujours à cela. Les publics que nous accueillons ne sont pas si différents de ceux de l'Allemagne. Enfin, je rappelle que, par exemple, au titre de l'asile, l'Allemagne, en 2019, les premières nationalités, c'est la Syrie, c'est l'Afghanistan, c'est l'Irak et c'est la Turquie. A priori, il n'y a pas de raison d'essentialiser ces populations en disant qu'elles sont plus difficiles à intégrer que d'autres. Nous avons également des Afghans et des Irakiens que nous accueillons en France. Et puis ensuite, oui, il y a un élargissement des conflits dans le monde. Oui, il y a 10 ans, le nombre de déplacés, de réfugiés, c'était 40 millions. Eh bien, nous sommes à 80 millions aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et de la même manière que nous n'avons pas réfléchi à une politique de logement dans les années 70, nous n'y réfléchissons pas plus aujourd'hui. Nous sommes devant une énorme difficulté. Et je crois que c'est un élément bien français de ne pas être dans l'anticipation, de ne pas se projeter pour maîtriser un certain nombre de phénomènes. Moi, j'ai dirigé pendant 25 ans France Terre d'Asile. France Terre d'Asile, 10 000 personnes accueillies par jour. Et je me souviens d'un certain nombre de débats que j'avais avec les collègues de Didier Lesky, préfet, etc. Et où je leur disais, mais sur la politique de peuplement, faites attention, parce que si vous mettez la même nationalité au même endroit
simplement par commodité, parce que vous avez de la place, évidemment, dans 5 à 10 ans, vous aurez des phénomènes communautaires, de bandes, et vous ne maîtriserez plus rien. Et en règle générale, les préfets me répondaient, oui, bon, chaque jour suffit sa peine, et voilà, on verra bien quand ça arrivera. Ben oui, et puis on a un certain nombre de difficultés là. Mais je crois aussi, parce qu'il faut parler de cela, qu'il y a une profonde différence entre l'Allemagne, et Didier en parlait tout à l'heure, entre l'Allemagne et la France, dans l'organisation même. Nous avons par exemple un système, vous m'invitiez tout à l'heure à parler de l'asile, nous avons un système d'asile où l'accès à la procédure et l'accès à l'hébergement est totalement décorrélé. Ce qui donne les images abominables que nous avons vues et qui sont répétées dans les rues des grandes villes de France, avec des gens campant. Qui se répètent toujours, malheureusement. Et qui se répètent toujours. Pardon, mais en Allemagne, alors il y a d'autres défauts. J'y viendrai tout à l'heure. Mais tout le monde est hébergé. Il y a des règles du jeu qui sont strictes. La capacité de circulation est limitée, mais il y a une autorité qui pilote l'ensemble du dispositif et en liaison avec les Landes et les communes. Grande différence avec nous, puisque finalement, chaque élu qui a un petit peu de pouvoir peut très bien instrumentaliser cette question et refuser politique d'accueil. Et donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat en Allemagne. Je les suis, évidemment, et qu'au niveau local, ces débats ont eu lieu, que des élus ont refusé de participer à l'accueil, mais en même temps, à partir de là, il y avait un certain nombre de compensations financières qui étaient obligatoires. Voilà. Je crois que cette différence-là, elle est évidemment essentielle dans la compréhension du problème que nous avons et que nous rencontrons aujourd'hui en France. Est-ce que vous parlez aussi ouvertement au Conseil à l'intégration franco-allemand? Oui, alors, d'abord, le Conseil franco-allemand, tel qu'il a été créé en 2017, c'est terminé. La dernière réunion a eu lieu dans la confidentialité la plus totale le 8 février dernier. Et normalement, ça doit... Dernier, donc en 2021 ? En Oui. 2021, oui. Et ça doit déboucher sur une autre structure qui est un forum franco-allemand dont je ne sais pas exactement quelle forme cela prendra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce conseil a au moins été utile à ceux qui ont participé pour mieux comprendre les différences, les convergences qu'il pouvait y avoir. Et je regrette vraiment que ce conseil n'ait pas eu plus de moyens pour travailler. Je pense que c'est indispensable pour comprendre ce que fait le voisin et travailler sur des politiques de convergence, parce qu'on arrivera dans le débat à un moment à parler de l'Europe, et si le couple franco-allemand, dans ce domaine comme dans d'autres, ne se met pas d'accord, alors nous continuerons à avoir ces difficultés. Exactement, c'était ma prochaine question, parce qu'on a constaté que beaucoup de ceux qui se trouvent dans les campements dont vous parlez, ce sont pour beaucoup ceux qui devaient être expulsés d'Allemagne et qui ont dévancé en quelque sorte l'ordre d'expulsion. Et là, on constate quand même moi, c'est pas à moi de dire c'est la faute de qui, mais on constate quand même déjà à ce petit niveau, entre Français et Allemands,
on constate une impossibilité de coopération en quelque sorte. Oui, enfin, je le dirais Ou pas. vous savez mieux Oui, que moi. je veux pas qu'on polarise entre français et allemand. Si vous voulez, Pierre-Henri a raison de dire une chose, c'est que la différence peut-être entre la France et l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, qui est le pays du droit, une fois que la règle est tombée, elle est tombée. Enfin, je veux dire, elle est là, et la Pas liberté. toujours, hein, mais Mais c'est un peu la dominante. Nous, c'est un peu plus complexe. Et il a parlé, par exemple, des règles du jeu, du fait que voilà, on était pris en charge, mais à ce moment-là, la liberté de circulation était pas la même qu'en France, etc. Bon, c'est pas quelque chose qui est directement dans notre culture, et c'est ce qui fait peut-être une de nos faiblesses, parce que du coup, on est dans des situations qui sont pas normales, qui ne grandissent pas notre image à travers, en particulier, les médias. Mais ce qu'a révélé ce qui s'est passé en 2015 et après, et ce qui se passe aujourd'hui, comme vous le dites, c'est à travers, par exemple, le fait qu'une partie de ceux qui ont été déboutés en Allemagne viennent en France, c'est le fait qu'il n'y a pas de convergence, au sens où il y a quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on entend souvent dans les discours, mais qui n'existe pas, c'est l'Europe de l'asile. Mais ça n'existe pas de manière très concrète. Ça veut dire que, par exemple, en France, le taux de protection, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le nombre de personnes qui va obtenir le statut de réfugié ou qui va être protégé de nationalité afghane quand les personnes se présentent à l'OFPRA, eh bien, il est de 8 sur 10, si vous voulez. L'Allemagne, ça a fluctué, et c'est plutôt aux alentours de 5 sur 10. Voilà. Et en Europe, hein, les chiffres, ça va de 1 à 99. Hein, voilà, de 1 à 9, quoi. Bon, et on voit bien que là, il y a quelque chose qui n'existe pas. Pour qu'il y ait une prise en compte en commun des difficultés, il faudrait arriver à organiser ce type de convergence. Or, eh bien, à 27, on n'y arrivera pas. D'une certaine manière, ce qu'a révélé l'initiative d'Angela Merkel quand elle a dit on peut y arriver, hein, eh bien, c'est le fait que l'Europe, eh bien, c'est une Europe fantôme dès qu'il s'agit de prendre en charge de manière collective un drame humain indéniable. Voilà. Et en plus, on l'a vu très concrètement après, quand il s'est agi de discuter de l'aide à la Grèce ou à l'Italie, au sens où il fallait prendre des personnes, comme on dit, les relocaliser vers d'autres pays pour soulager en particulier la Grèce, où l'OFI a eu pendant plusieurs années un bureau pour organiser ces relocalisations vers d'autres pays. Eh bien, c'est toujours les mêmes pays qui font ça. Et en réalité, c'est la France et l'Allemagne. Voilà. Il y a un moteur France-Allemagne dans l'idée de la solidarité. Mais ça ne va pas au-delà. Hein, je veux dire, et ça va de moins. L'Espagne, parfois un peu. Pardon ? L'Espagne, parfois un peu. Non, l'Espagne, pas exactement. Ben, parfois un peu, non, pas du tout. Je veux dire, enfin, pas du tout. La caractéristique de l'Espagne, parce que les flux ne sont pas les mêmes dans chaque pays. Alors, on peut dire qu'en Espagne, il y a des réfugiés qui arrivent, mais ce sont des Vénézuéliens. Hein, ce sont des Colombiens. Bien sûr, ils ne viennent pas en France, ils ne viennent pas en Allemagne, ils viennent là où on parle espagnol. Donc, on peut dire sur le papier, l'Espagne accueille beaucoup de réfugiés. Mais en réalité, ils accueillent une population particulière, même s'ils ont des difficultés économiques, qui de toute façon veut rester en Espagne. Mais les Algériens qui débarquent actuellement en Espagne, à travers le Maroc, et qui sont en augmentation depuis le début de l'année, eh bien, ils vont venir en France, parce que 90% des Algériens qui immigrent en Europe, ils viennent en France, voilà, parce qu'il y a des liens, etc. Voilà. Les Tunisiens qui débarquent en Italie, globalement, ils ne restent pas en Italie. Hein. Ils ne restent pas en Italie parce qu'en plus, l'Italie expulse beaucoup plus que nous, les Tunisiens, vers la Tunisie, et ils remontent vers la France. Et c'est ça la difficulté qu'il y a, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a qu'un noyau, qui est le noyau historique de l'Europe, qui globalement discute de l'accueil, historique de l'Europe. Hein. Il y a l'Autriche, l'Allemagne, la Suède, on peut dire le Danemark, l'Italie, l'Espagne, bien sûr, le Portugal, etc. Et puis il y a toute une série de pays, en particulier les pays qui n'ont pas de tradition d'accueil, hein, d'immigration
au sens où nous l'entendons. Hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas en Hongrie des immigrants. Il y a en Hongrie des Ukrainiens. Il y a en Hongrie des immigrés. Mais il n'y a pas la prise en compte de l'immigration du Sud. Parce que c'est ça la vraie frontière. C'est les pays qui globalement accueillent de l'immigration du Sud et les pays qui globalement font en sorte que l'immigration du Sud ne reste pas chez eux. Voilà. Et il n'y a plus de rapport de confiance et de réciprocité. Et donc, pour avoir une politique d'asile commune, il faut un rapport de confiance. Or, le rapport de confiance aujourd'hui, eh bien, écoutez, les choses sont ce qu'elles sont. Mais enfin, est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme les autorités allemandes, comme les autorités françaises, sont prêts à dire on est prêt à accepter toutes les décisions du gouvernement hongrois en matière d'asile? Oui, ça vous fait sourire, tellement c'est une évidence que non. Bon, sauf que élaborer une politique commune à 27, ça suppose un minimum de consensus. Et donc, le plan qui a été mis sur la table par l'Union européenne, eh bien, il va mettre des années, au-delà de ces incohérences, à aboutir à quelque chose, c'est-à-dire à une réforme du règlement Dublin. Et je ne parle même pas de choses qui ont été mises sur la table qui sont absolument impraticables. Aucun pays ne va accepter d'avoir chez lui des hotspots, comme on dit, c'est-à-dire des lieux de débarquement pour après une éventuelle partage de la solidarité, parce que tout le monde a conscience qu'il n'y aura pas de partage de la solidarité. Voilà. Et Malte l'éprouve d'une certaine manière depuis des années. Parce qu'une fois que les gens sont à Malte et qu'ils n'ont pas le bénéfice de la protection, eh bien, ils sont coincés à Malte. Voilà, et personne ne veut les prendre. Oui, alors ce tableau très noir, je vais malheureusement en rajouter encore avec l'affaire autour de Frontex. Frontex, pour ceux qui ne le savent pas, est cette agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur lequel on mise, nous, les 27, pour surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, en tous les cas en théorie. Cette agence qui a à la tête un Français, mais bon, sa nationalité joue aucun rôle, mais dont le directeur a été mis en cause parce qu'on soupçonne l'agence d'avoir participer à des opérations qu'on appelle en anglais pushback, c'est-à-dire de repousser des migrants arrivés sur le sol européen sans leur laisser la possibilité de déposer une demande d'asile comme le veut le droit. C'était au point que le Frontex a dû se retirer d'Hongrie parce que soupçonné d'avoir participé justement, ou en tous les cas fermer les yeux sur les actions entreprises par le gouvernement de Viktor Orban. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'Europe, finalement, n'est pas la solution? Est-ce que... Mais si, moi, je pense que l'Europe est la solution, mais le constat qui est établi par Didier Lesky est tout à fait réel. Quelle Europe? L'Europe à 27, ça va être particulièrement délicat. Avec le groupe de Visegrad, avec les pays qui sont les plus exposés, c'est-à-dire à qui on a donné la charge de surveiller les frontières de l'Union européenne. Et ces pays, on les connaît. C'est évidemment l'Italie, c'est la Grèce, c'est Chypre, c'est Malte, c'est l'Espagne. Et on a, parallèlement à Schengen, inventé un système qui est quand même une usine à gaz formidable, qui est le règlement Dublin. Bon, tout le monde sait ce que c'est le pays de première entrée qui doit assumer la charge de l'instruction de la demande et la prise en charge au niveau de l'accueil. Évidemment, ça ne marche pas. Et dès le départ, ça n'a pas marché. Mais tant que les flux étaient à bas bruit, on n'a rien dit. C'est la crise de 2015 qui a révélé l'inanité du système. Mais simplement, la Commission européenne, dans son document d'octobre dernier,
ne propose rien et ne propose surtout pas la fin de Dublin. Elle propose d'installer effectivement des hotspots à l'intérieur et à l'extérieur des frontières européennes. Autrement dit, il s'agit de multiplier par 10 des situations à la Moria ou semblables à Calais. Donc ça ne peut pas marcher. Finalement, l'Europe, sur la question de l'immigration et de l'asile, se met... Je précise tout de suite que je n'ai pas en tête une Europe forteresse ou une Europe passoire. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la réalité. Mais l'Europe, aujourd'hui, elle se met d'accord sur quoi? Elle se met d'accord sur des politiques coercitives. Et les politiques coercitives, elles vont jusqu'à imaginer, dans la relation aux pays tiers ou aux pays de transit, la possibilité de faire du chantage. Tu me reprends un certain nombre de migrants, sinon je coupe les vivres en matière d'aide au développement. Bon, ça n'a rien à voir. Les deux politiques n'ont strictement rien à voir. Et si on veut accentuer le rôle des passeurs dans la migration, évidemment, on agit de la sorte. Donc, si vous me posez la question, mais l'Europe est la solution, oui, mais à travers des coopérations renforcées, à travers des majorités de projets. Et cette majorité de projets, c'est les principaux des pays d'accueil en Europe. Je rappelle quand même qu'il y a 6 à 7 pays qui représentent 80% de l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et si ces 6 à 7 pays ne se mettent pas d'accord ensemble pour déterminer une politique, eh bien, ça continuera à être le jeu de la patate chaude entre les différents pays. Dublin est un exemple parfait. C'est un jeu à somme nulle. L'Allemagne elle-même éloigne un certain nombre de ses ressortissants vers la France au titre de Dublin. Et nous faisons la même chose. À la fin, le solde, il est 0. Mais sauf qu'il y a des gens, c'est des êtres humains que l'on balade entre les deux. Mais je voudrais quand même revenir sur un autre élément et sur les éléments de comparaison entre la France et l'Allemagne. Je disais des modèles de gouvernance très opposés. Ça va sur l'hébergement, ça va très loin en ce qui nous concerne. Parce qu'on a inscrit dans la loi de finances qu'on ne prendra en charge dans le dispositif d'accueil qu'un demandeur d'asile sur 2. On l'écrit. Et c'est pas nouveau. Ça fait 10 ans qu'on écrit ça, que c'est 1 sur 2. Donc évidemment, on a des difficultés. On a également des divergences dans les taux de reconnaissance. Didier Lesky le disait tout à l'heure. Puis on a une divergence dans les politiques de rétention et d'éloignement. La France émet énormément d'OQTF. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des ordonnances, des obligations de quitter le territoire. Des obligations à quitter le territoire. On doit en émettre chaque année aux environs, en tout cas en 2019, 120 000 à peu près. Taux d'exécution aux alentours de 15 000, c'est-à-dire 13 à 14%. Nos amis allemands, c'est un peu moins de 50 000 OQTF et c'est environ 25 000 éloignements. Voilà, la politique de rétention en Allemagne est bien moindre qu'en France, pour un résultat qui a quand même une plus grande efficacité, parce que en même temps, l'Allemagne a pensé à un statut pour les gens qui étaient dans une situation hybride. C'est le fameux... Alors, c'est un statut très contraignant, les Duldung, qui donne un droit de rester sur le territoire, de finir une formation professionnelle, et puis d'une certaine façon, si on ne peut pas être éloigné, à s'inscrire dans une logique de droit. Nous ne savons pas faire ça. Ce type de débat
politique, nous n'arrivons pas à l'avoir dans notre pays. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le mot régularisation est devenu un gros mot dans le langage politique. Voilà. Et c'est une des difficultés supplémentaires que nous avons au niveau français comme au niveau européen. Mais il y a eu le cas récent de ce boulanger, enfin d'apprenti boulanger, qui justement par une campagne médiatique a réussi finalement à avoir ce débat sur le droit dont vous parlez. Non, mais on fait au fil de l'eau, si j'ose dire, des régularisations 35 000 par an. C'est ça. Hein, donc il y a un processus de régularisation. En ce qui concerne la comparaison sur les reconduites forcées entre la France et l'Allemagne, il faudrait à la fois regarder le type de nationalité qui est reconduite, parce que c'est plus facile d'avoir à reconduire des personnes qui viennent de pays qui ne sont pas dans l'Union mais qui sont européennes, que des personnes qui viennent de pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest. Et comme le disait tout à l'heure, par exemple, l'Allemagne a très peu de migrants de l'Afrique de l'Ouest. Pour la France, c'est très difficile de faire une reconduite forcée vers l'Afrique de l'Ouest ou et même vers le Maghreb. Et pourquoi ? Ça, je n'ai jamais bien compris. Mais parce que vous avez plein de traités qui vous lient non, pas encore, du tout. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas aussi simple que ça. Les personnes qui sont déboutées, eh bien, elles cachent leur identité ou elles détruisent leur papier d'identité. Et après, pour les reconduire dans les pays d'origine, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il faut que les gouvernements les acceptent. Oui, c'est pour ça que je disais que la différence, il faudrait d'abord savoir quelles sont les nationalités qui sont effectivement reconduites en Allemagne. Et comme la structure d'immigration est très différente et la structure de demandeur d'asile est très différente entre la France et l'Allemagne, ça pourrait donner une explication. La deuxième chose, c'est le système juridique et d'aide juridique n'est pas le même, hein, et avec un rapport peut-être avec les associations qui n'est pas exactement le même. Et donc, ça peut expliquer les différences. Mais il y a un problème d'efficacité de la politique publique de reconduite des personnes dans les pays d'origine, en France, indéniablement, oui. Alors, je crois que c'est le moment d'ouvrir notre débat au public. Et je vais commencer par une première question de Florence Autré, qui demande est-ce que les différences de politique familiale en France et en Allemagne coïncident, expliquent ou confortent, selon vous, les différences de politique migratoire ? La France encourage fiscalement les naissances, comme aucun autre pays au monde, déduction fiscale importante, infrastructures, crèches et écoles subventionnées, ce que ne fait pas l'Allemagne. En d'autres termes, est-ce que la France a fait le choix implicite de produire des bébés français alors que l'Allemagne a fait celui d'accueillir des personnes déjà formées? Ce qui, au passage, invite à repenser l'opposition entre une Allemagne adepte du droit du sang, même si c'est tout à fait comme ça, et une France adepte du droit du sol. Vous voulez d'abord, la politique familiale en France, elle a beaucoup évolué, même en termes d'aide aux familles. Ça a du reste un impact sur le taux de la natalité avant la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'il y a une longue tradition d'aide et de politique familiale qui expliquait la vitalité de la natalité française comparée à l'Allemagne. Mais là où la question est tout à fait pertinente, c'est que l'Allemagne peut avoir une politique, et a eu des politiques spécifiques pour accueillir ou donner l'asile, même parfois, à des personnes qui étaient déjà très formés, des ingénieurs, etc., alors que la France n'avait pas cette politique différenciée en fonction du niveau de diplôme des personnes. Et d'une certaine manière, ça se sait, et ça renvoie à la question que vous m'avez posée, c'est est-ce que les personnes qui émigrent en France sont exactement les mêmes que celles qui émigrent en Allemagne? Non, pas tout à fait. Il y a un certain nombre de pays, par exemple, quand on parle un minimum anglais, on peut accéder au marché du travail. En France, si on ne parle pas le français, on n'accède que très difficilement au marché du travail. Vous avez une idée sur la différence de politique démographique, en quelque sorte, divergente? Ce que j'ai en tête, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en 2018, l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne
a enregistré 1,2 million d'emplois non pourvus dans des secteurs sous tension. Et que, à partir de là, c'est la fondation Bertelsmann qui a chiffré à 260 000 travailleurs immigrés par an le besoin pour combler le vide créé par le vieillissement de la population. Donc c'est une politique qui est véritablement totalement assumée. C'est-à-dire on est en 2018, on est après le choc de 2015 et l'Allemagne dit j'ai besoin d'un certain nombre de travailleurs pour intervenir dans des secteurs sous tension, notamment les soins infirmiers, les travailleurs de la santé, sachant que les soins aux personnes. Sachant qu'il y a beaucoup d'Européens, de jeunes Européens qui arrivent en Allemagne, et que ce sont des personnes qui sont formées. Et c'est ça la différence. Elles sont formées, elles ont un débouché professionnel positif qui est organisé parce que la situation économique du point de vue de l'emploi est très différente entre la France et l'Allemagne, mais c'est la situation industrielle qui est différente entre la France et l'Allemagne. Alors, il n'y a pas que moi qui s'intéresse au Conseil d'intégration franco-allemand. Alors, une question de Heiner Wittmann qui demande: ce qui m'intéresse est de savoir ce qu'on sait sur les travaux de l'Office franco-allemand de l'intégration. On n'en entend pas beaucoup. Je me rappelle encore bien le rapport de Jean-Marc Ayrault et de Annegret Kramp-Karrenbauer pour promouvoir l'intégration au sein de nos sociétés. C'était en avril 2016. On en est resté là. Non, mais il y a eu des travaux. Il y a eu des travaux sur l'intégration dans l'éducation nationale des populations, des enfants, des populations arrivantes. Il y a eu des travaux sur les menaces, la prévention de la radicalisation. Il y a eu des travaux pour comprendre chacun des systèmes. Qu'est-ce que veut dire la laïcité à la française? Voilà, on a eu beaucoup de discussions autour de ça, mais nous avons très clairement, nous avons manqué de moyens. Voilà, nous sommes réunis entre 2017 et 2020. Nous avons dû nous réunir 8 fois, voilà, une journée, et encore une fois, avec des moyens dérisoires. C'est véritablement, c'est dommage parce que au départ, il s'agissait véritablement de donner des moyens, d'avoir une visibilité sur les travaux qu'il n'y a pas eu. Et donc, il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui le Conseil franco-allemand est mort de sa belle mort dans la forme que nous connaissions. Alors que je considère que c'est absolument indispensable. Ce travail. Mais voilà, et les fonctionnaires qui ont travaillé sur ce conseil ont déployé des trésors d'énergie, de compétences pour le promouvoir, mais voilà, la volonté politique n'était manifestement pas là. Alors, une question de David Kahn qui s'adresse, je pense, surtout à vous, Monsieur Leschky. Le cliché de l'opposition binaire droit du sol français versus droit du sang allemand à la vie dure. La France a eu sa période de droit du sang exclusif au XIXe siècle. Elle a dû y renoncer, entre autres choses, sous la pression de l'immigration. Depuis, l'Allemagne a exclu le droit du sol en 1913 et l'a réintroduit en 2000. Et là, malheureusement, la question se termine, mais je trouvais ça très intéressant de revenir. La France a mis en place le droit du sol pour des raisons qui n'étaient pas de générosité absolue, mais c'était pour des raisons militaires. C'est parce que les enfants des immigrants
dans une période où la guerre, et en particulier la guerre avec l'Allemagne, n'était pas quelque chose de théorique, échappait au service national qui pouvait durer 3 ans. Et donc, du coup, ça créait du reste des problèmes de confrontation sociétale, hein, des manifestations même. Et donc, on a utilisé le droit du sol. Mais la particularité de la France, c'est de la longue période de droit du sol, alors que l'Allemagne, c'est effectivement en 2000, et donc ça donne une différence sur la longue durée. C'est ce que François Héran appelle la longue infusion de l'immigration en France, qui a des effets démographiques qui ne sont pas les mêmes, au sens où ça fait très longtemps que des immigrants obtiennent la nationalité française. Et vous pensez, ça c'est une question qui me vient à l'esprit, ce serait possible de revenir sur cette tradition, parce que de toute façon déjà c'est très compliqué vu l'instrumentalisation politique qu'il en est fait. En plus, je rappelle qu'il y a les deux choses en France. Il y a à la fois le droit du sol, et puis il y a le fait que quand on est de parents français, on accède aussi à la nationalité. On n'est pas dans un droit du sol exclusif, on est quelque chose qui est du mélange, et puis en plus, il faudrait y rajouter qu'aujourd'hui, le mineur qui naît de parents étrangers sur le sol français, il faut qu'il réside un certain nombre d'années avant d'accéder à la nationalité française. Je ne veux pas dire par là que la France a quelque chose qui est absolument parfait, mais ce que je veux souligner, et qui est une donnée, si vous voulez, et qui est une donnée qui n'est pas courante du reste en Europe, et qui est une donnée liée justement à des besoins, et en particulier des besoins militaires, eh bien, il y a une très longue tradition du droit du sol, hein, qui est différente de la tradition italienne encore aujourd'hui, ou de la tradition espagnole, ou de la tradition allemande. Et du reste, ça renvoie à la question de la langue. Hein. En France, on n'est pas français parce qu'on parle français. Voilà. En Allemagne, pendant très longtemps, on était allemand parce qu'on parlait allemand, pour aller vite. Hein. Oui, ça tient à l'histoire de notre nation. Voilà, que l'Allemagne. C'est pas le même type de construction nationale, voilà. Si vous voulez. Hein, et donc ça. Mais voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence entre le système allemand et le système français. Enfin, je veux dire, c'est des systèmes équivalents. Et vous, quand, notamment lors de votre travail à France Terre d'Asile, vous avez constaté que la perspective, parce que moi j'ai souvent l'impression que c'est beaucoup trop exploité politiquement de dire le droit du sol, c'est un formidable, quel est le terme utilisé, aspirateur de... Non mais parce qu'on a des situations critiques, on a deux situations critiques, on a Mayotte et la Guyane, oui. C'est-à-dire des zones... du monde. Les miettes de l'Empire. Voilà, et la difficulté, c'est que, je ne dirais pas la même chose de la Guyane que de Mayotte. Oui. La difficulté, une des difficultés, c'est Mayotte. Mayotte, c'est à 70 km d'Anjouan. Voilà, c'est la première maternité de France. Dans ce qui est devenu un département français, dans un décalage économique qui est majeur, et en réalité, le choix qui sans doute n'a pas été fait à temps et qui est problématique, c'est qu'en fait, le mouvement de décolonisation de cette zone n'a pas abouti à une décolonisation de Mayotte. Oui, sur la question du droit du sol, vous interrogiez Didier Lesky en disant est-ce qu'on peut revenir dessus, et donc vous faites allusion... C'était un peu provocateur, oui, mais justement... Mais vous faites allusion au rythme politique. Moi, je pense que la question de la nationalité, de l'acquisition de la nationalité, c'est quelque chose de hautement symbolique, et c'est de la matière inflammable. On ne peut pas y toucher. Il faut se souvenir des débats et de l'erreur fondamentale faite sous le gouvernement de la gauche par François Hollande sur la déchéance de nationalité, ouais. Qui, a priori, ne visait que les terroristes, mais qui a enflammé le pays et qui a accéléré la rupture de toute une partie de la population avec le gouvernement de François Hollande. Donc, je pense que cette question, évidemment, elle peut toujours être agitée dans le spectre politique, mais passer à l'acte est une autre affaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on soit à l'abri d'un accident démocratique. Hein. Absolument.
absolument. C'est bien de rappeler cette période d'échéance de nationalité parce que effectivement c'était un cas d'étude comment une mesure pouvait tout d'abord être applaudie par tout le monde et amener une fois réflexion faite vraiment une division très très profonde. C'est assez parlant. Alors, encore une question pour vous, Monsieur Leski. Elle vient de Johannes Wetzel qui dit vous faites la différence entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas changer la loi ou trouver plus d'argent. Alors, vous pouvez, comme certains de vos agents sur le terrain, simplement regretter que l'OFI, donc l'office que vous présidez, enfin dont vous êtes le directeur général, laisse sans aucune ressource, ni hébergement, ni aucune aide financière des demandeurs d'asile et en procédure Dublin et anciennement en procédure Dublin. Et que même les demandeurs d'asile gravement malades doivent systématiquement passer par le tribunal administratif pour obtenir le rétablissement de cette aide. Merci. Alors, écoutez, je ne crois pas que ça soit aussi noir que ça. C'est vrai qu'il y a un règlement Dublin, mais même le règlement Dublin nous oblige à verser l'allocation pour demandeurs d'asile à ceux qui s'enregistrent comme demandeurs d'asile une fois qu'ils arrivent sur le territoire. Mais à un moment donné, ils sont effectivement ils sont pris dans la procédure et ils vont perdre l'allocation pour demandeurs d'asile. Mais là, les agents de l'OFI ne font qu'appliquer la loi. Je veux dire, ce n'est pas nous qui la décidons. Et je vous ai un peu dit ce que je pensais de l'état de l'Europe. Et c'est un règlement européen. Mais je peux continuer sur ma vision, peut-être pas tout à fait positive, de ce qu'est la construction européenne. Mais c'est chez moi une pensée de longue durée. J'ajoute quand même que, bien évidemment, il n'y a qu'un demandeur d'asile sur deux qui est hébergé dans le dispositif national d'accueil. Aujourd'hui, on est un peu plus du fait de la baisse de la demande d'asile, mais il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont hébergés dans ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence généraliste, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout en Europe et qui est quand même une spécificité française. Et aujourd'hui, c'est 3 milliards d'euros à peu près pris ensemble, quand on rajoute l'hébergement pour demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence généraliste, qui permet, puisque l'hébergement généraliste, c'est plus de 200 000 personnes, dont une grande partie dans des hôtels qui sont pris en charge par l'État, et une grande partie de demandeurs d'asile et de personnes déboutées. Et ça aussi, c'est une particularité qu'on peut partager avec des institutions caritatives en Allemagne, mais c'est une particularité qui est inscrite dans la loi française, qui est que l'hébergement est inconditionnel, quelle que soit la situation administrative de la personne. C'est pas courant. Donc, bien évidemment, on peut critiquer. Enfin, il y a moins de personnes à la rue qu'il n'y en avait il y a quelques années, mais la difficulté que nous avons, et en particulier en Île-de-France, c'est qu'aujourd'hui, 52% des personnes qui s'inscrivent comme demandeurs d'asile arrivent en Île-de-France. Voilà, alors c'est les trains, c'est ce que vous voulez, et on a du mal à les orienter ailleurs. On fait aujourd'hui plus de 1000 orientations par mois dans les régions françaises, parce qu'on a commencé d'une certaine manière à calquer un peu ce que vous faites en Allemagne, c'est-à-dire l'orientation directive. On va augmenter ce chiffre. C'est pas simple, mais je pense qu'on va arriver à améliorer grandement la situation, parce qu'il y a quand même une baisse de la demande d'asile. Et là, quand vous faites ça sur le principe du volontariat, comme Pas au du moment tout. de, Pas du tout. de l'évacuation de la jungle de Calais. Au moment de l'évacuation de la lande de Calais, on l'a fait avec Pierre-Henri. On proposait à chaque personne 2 régions possibles. Alors, pourquoi on leur proposait ? Parce que les associations nous disaient, justement, vous ne pouvez pas être autoritaire, il faut leur donner le choix. Je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient bien la différence entre les régions, mais en tout cas, on avait une grande carte de France, et on disait, est-ce que tu veux aller là ? Est-ce que vous voulez aller là ? Ou est-ce que vous voulez aller là ? Voilà.
voilà, il savait pas trop, il disait là, voilà. Bon, mais on l'a fait. Mais aujourd'hui, on peut pas faire ça parce que, si vous voulez, dire qu'à chaque personne, eh bien, on vous laisse le choix d'aller soit à Bourges, soit à Tours, soit à Toulouse, etc. Ça me paraît un peu compliqué. Donc, on fait là où on a des places libres, on oriente les personnes, et je pense que c'est la seule manière de faire aujourd'hui, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Vous aviez un mot à dire sur Calais Oui, mais surtout, c'est un problème pointé du doigt, un problème européen. Nous fabriquons, nous, Européens, pays d'accueil, véritablement de la folie à travers l'application du règlement Dublin. Nous avons près de 200 000 personnes qui sont en errance sur le territoire européen, qui passent d'un pays à un autre, avec des ruptures de prise en charge, par exemple en France. C'est pour... si vous parliez tout à l'heure des personnes qui arrivaient de l'Allemagne, afghans. Bon, ils arrivent en France, et ils vont passer 12 mois minimum dans la clandestinité, c'est-à-dire dans des camps, au vu et au su de tout le monde, avec tous les dégâts que ça fait sur le plan politique. Oui. Et puis ensuite, on va les récupérer. Sauf que les associations vont les récupérer, sauf que l'OFI va les récupérer, sauf que on récupère des gens qui sont totalement brisés par cette politique. Et moi, je suis de ceux qui, aujourd'hui, demandent une modification de la gouvernance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un système d'accueil réparti sur l'ensemble du territoire, il me semble tout à fait naturel de dire aux personnes qui viennent chercher l'asile, il n'y a aucun problème, on vous accueille, mais vous allez à tel endroit. Et c'est quand même un génie français particulier que de ne pas savoir faire cela. C'est pourtant la dignité. Et ça fait des années que je raconte ça, y compris parfois dans la grande incompréhension de mes amis dans le milieu associatif qui m'expliquent que je porte atteinte à la liberté des individus. Mais quelle liberté avez-vous lorsque vous séjournez dans un camp sans toilette, sans à côté du périphérique, à côté du périphérique, etc. Et donc, une vraie réforme de l'asile, ça passe par une réforme de la gouvernance et une prise en charge digne. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que toute personne qui rentre sur le territoire a un droit inaliénable à y rester. Mais par contre, toute personne qui arrive sur le territoire a droit à la dignité. Est-ce que justement votre livre, dans la collection Tract, donc un peu un tract, c'est son principal défaut, a provoqué des réactions politiques? Est-ce que vous pouvez en parler? Parce que justement, on a là dans ce débat beaucoup d'idées. D'abord, ce qui ne marche pas, mais est-ce qu'il y a aussi une ouverture politique? Alors, Écoutez, je dois dire qu'il y a des parlementaires de tous bords qui ont demandé à me voir. Et quand je dis de tous bords, c'est effectivement de tous bords, à part le Front National, bien sûr, où je ne serais pas allé. Et donc, j'ai senti qu'il y avait de l'intérêt et un souci d'essayer de trouver des solutions qui soient à la fois praticables et qui soient défendables. Par exemple, moi je pense qu'une de nos faiblesses, c'est de ne pas avoir un système effectivement qui soit une gouvernance où on est à la fois la question du logement, la question de la formation et le débouché vers l'emploi. Voilà, parce que contrairement à ce qu'on peut croire quand on ne connaît pas la structuration administrative de la France, en réalité on a une fausse décentralisation. On a une décentralisation qui est un handicap, alors que vous avez une régionalisation, mais avec des régions dont les pouvoirs sont concentrés d'une certaine manière, où on a tout d'un coup.
Voilà. La formation professionnelle en France, c'est de l'ordre de la région. Le développement économique, c'est de l'ordre de la région. Le logement, ça va être de l'ordre des collectivités locales et peut-être du département. L'accueil des enfants, des mineurs, ça va être le département. Tout ça est un peu éclaté et on n'a pas cette capacité de concentration. Il faut se souvenir que quand l'État français a décidé de mettre un terme au bidonville dans les années 60-70, eh bien, il a décidé de construire. Et il n'a pas demandé à tel élu s'il était d'accord pour construire. Voilà. Alors après, on peut critiquer, on peut dire que les bâtiments n'étaient pas beaux, que l'école de Le Corbusier, eh bien, elle est tout à fait critiquable. Je pense que Le Corbusier a été intellectuellement et idéologiquement critiquable, mais il apparaissait à l'époque comme un grand architecte, etc. Et on a construit, malgré tout, des lieux qui se sont dégradés, non pas parce que les lieux étaient mauvais en soi, mais qui se sont dégradés parce qu'on a eu une crise sociale, une crise du chômage. On a parlé hier des émeutes à Rieux-la-Pape. Quand on va à Rieux-la-Pape, par exemple, on est très frappé par le fait que les bâtiments, en réalité, sont assez beaux. Il y a des espaces verts, il y a de la verdure, il y a des arbres, mais il y a que des gens qui sont au chômage depuis des années, sur 2 ou 3 générations. Et à un moment donné, le trafic de drogue remplace une vie Économique normale, ouais. Une vie normale, si vous voulez. Voilà. Mais c'est ça le problème. Et Pierre-Henri a raison. On a un côté anarchiste, si vous voulez. On a eu des discussions à l'infini pour savoir si l'OFII avait le droit d'envoyer quelqu'un dans un hébergement vide à 300 km de Paris. Et effectivement, on vous dit, non seulement il a la liberté de circulation, mais il a la liberté de s'installer où il veut, même dehors. C'est pas raisonnable. Je veux dire, c'est pas raisonnable. Et c'est une discussion, entre guillemets, de riches. On aurait, comme vous, 800 000 personnes qui rentrent d'un coup sur le territoire français. Et la question de savoir si on demande ou pas l'avis à la personne pour savoir si elle va aller à tel ou tel endroit, eh bien, ça serait absurde. D'une certaine manière, on a ce sentiment un peu idiot qui est lié au fait que, globalement, on n'a pas eu beaucoup de personnes à prendre en charge. Je ne veux pas dire que ça ne pose pas des problèmes, mais si on avait eu vraiment 500 000 ou 800 000 personnes à prendre en charge, la première association qui m'aurait dit « non, vous n'avez pas le droit de l'envoyer à Toulouse », j'aurais dit « écoute, mon petit gars, tout ça c'est bien gentil, mais l'urgence c'est de loger les gens ». Alors, il y a une remarque de Friedrich Catoire, je la lis parce que je pense comme ça on peut réagir ou rectifier. La France avait jusqu'à l'ordonnance du 19 octobre 1945 passé par le gouvernement provisoire sans parlement en droit du sol extrême, contraire à ce que les 3 discutants affirment. Alors, je ne sais pas, ça n'a pas dû être de longue durée, parce que le gouvernement... Écoutez, le droit du sol... En 1945, c'était plus Vichy. Non, mais le droit du sol, il apparaît en France avant la guerre de 14-18 pour des raisons militaires. Il a été remis en cause à un moment donné, après la guerre de 14-18, mais il a été remis en 1927 en tant que droit du sol, justement parce qu'il y avait un problème démographique et il y avait aussi la préparation de la guerre. Je ne crois pas que le général de Gaulle ait remis en cause le droit du sol pour en plus une petite période, parce que pour en plus ne faire que du droit ne faire que du droit du sang. Voilà. Il y a pu avoir un débat à un moment donné. Oui, et puis en plus, ça aurait été une ordonnance qui aurait été modifiée quand après coup, puisque je ne sais pas, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis les années 50, enfin en tout cas sans discussion possible, il y a un droit du sol en France et qui est de longue durée et qui était une différence entre la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais sans discussion possible. Et du reste, c'est au nom du droit du sol qui pouvait même s'étendre en Algérie que des Algériens ont obtenu la nationalité française et ont pu opter en 1962 entre garder la nationalité française ou avoir la nationalité algérienne. Et c'est du reste l'Algérie qui a une longue tradition de refus de la double nationalité, puisque je rappelle qu'en plus en France, on accepte la double nationalité. Et il y a encore aujourd'hui un débat en Algérie qui est extrêmement important parce que ça a un impact sociétal en France majeur, qui est le fait de remettre en cause l'algérianité de ceux qui auraient la nationalité française. Il y avait eu déjà un débat pour leur interdire de concourir aux élections. Tout ça est d'autant plus absurde que je rappelle que l'équipe de football algérienne, qui a gagné la Coupe africaine des Nations, elle est composée essentiellement de joueurs qui évoluent dans les équipes françaises et qui ont la nationalité française. Alors, je dis ça parce que Pierre-Henri est un amateur de football.
Très bien. Alors, une question de Martin Schmitt. En Allemagne, il existe l'institution peu compréhensible de la dole, donc d'acceptation ou de la tolérance pour les migrants qui, en principe, devraient quitter l'Allemagne, qui fait au moins que les personnes concernées restent dans une sorte de système. Comment les autorités françaises gardent-elles sur l'écran les migrants qui sortent de la procédure d'asile sans succès, mais ne quittent pas la France, voire le nombre toujours grandissant des clandestins? Non, mais c'est... Oui, pardon, je l'ai souligné tout à l'heure. C'est toutes les difficultés que nous avons. Nous sommes producteurs d'OQTF, d'invitation à quitter le territoire en grand nombre, et les reconduites sont très faibles, alors pour différentes raisons. Didier Lesky soulignait tout à l'heure le peu d'empressement d'un certain nombre de pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie allemande à laisser les gens dans un statut intermédiaire non-régularisation et non-expulsion? Je pense que ce statut, même s'il est difficile, est préférable à celui d'être sans droit ni titre sur le territoire français. Parce que, y compris, d'abord, il n'y a pas un seul système de tolérance. Il y en a plusieurs. C'est très, très élaboré. Et en fonction de moment où vous vous trouvez dans la formation professionnelle, si vous avez un emploi, si vous donnez des signes réels d'intégration, il y a aussi des possibilités pour voir sa situation régularisée. Et je pense que c'est en tout cas beaucoup plus intelligent que le système qui prévaut aujourd'hui dans notre pays et qui fait que chaque année, on a un débat infini autour de l'aide médicale d'État et du nombre de personnes en situation irrégulière qui accèdent à ce système. Moi, je partage ce point de vue. C'est-à-dire que le système allemand, c'est un système qui incite à l'effort d'intégration. Voilà. Le système intermédiaire Doom est un système qui incite à l'effort d'intégration parce qu'il va y avoir un effort pour l'apprentissage de la langue, un effort pour la formation et qui, à un moment donné, va être sanctionné positivement. Je rappelle qu'en France, l'effort qu'on demande sur la langue, c'est d'être présent à 80% du cours. En Allemagne, c'est à un moment donné de savoir si on est vraiment au niveau 1. Voilà, c'est un peu différent. Voilà, c'est la différence entre réussir l'examen et être présent en classe. En France, on demande à l'immigrant d'être présent en classe. Vous demandez à l'immigrant de réussir l'examen. Voilà. Et dans cet examen, il y a le Doom où il va faire un effort de formation. Nous n'avons pas ça parce que c'est pas dans la culture. C'est très, très étrange. Enfin. Oui. Alors, tout n'est pas rose avec oui, le dodo, j'allais dire aussi, on a un peu parlé, justement, on a parlé de l'aide médicale d'État. En revanche, la situation, justement, pour beaucoup de ceux qui sont dans cette phase de Duldung est beaucoup pire. On n'a pas encore parlé non plus de la scolarisation des enfants. Parce que justement, la France a quand même cette générosité que chaque enfant est scolarisé, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Oui, bien sûr. Donc, je crois qu'il y a... Non, mais je ne voulais pas critiquer l'Allemagne, j'ai senti qu'il y avait un tropisme. Il y a là des différences de taille. Alors, je crois que le débat intéresse vraiment beaucoup nos auditeurs parce que maintenant, il y a des auditeurs qui veulent discuter entre eux. C'est malheureusement pas possible avec Zoom. Ça sera pour la prochaine fois quand on peut se parler directement. Mais je pense, pour arriver un peu à la fin de notre débat, j'avais à l'université, et là j'étais ni en France ni en Allemagne, mais aux États-Unis, un professeur qui disait toujours, bon, maintenant vous avez posé tous vos arguments, on connaît vos critiques, mais maintenant vous êtes avec le président, il vous dit, qu'est-ce que je fais ? Et ça doit être quelque chose qui tient la route. Vous êtes là, quelles sont vos recommandations, et notamment au niveau
national, mais aussi au niveau européen et probablement dans le franco-allemand, comment avancer et sortir de ce que vous appelez le grand dérangement. Au niveau européen, on a commencé à le dessiner. Moi, je pense que, comme Pierre-Henri, c'est-à-dire qu'il faut une initiative des pays qui sont aujourd'hui les principaux pays d'accueil de la demande d'asile, qu'il y ait une harmonisation, c'est-à-dire, j'ai dit, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, enfin bon, les pays historiques du noyau européen. Il faut qu'il y ait une harmonisation des critères d'appréciation de ceux qui demandent l'asile, et une harmonisation des avantages sociaux entre les différents pays pour ceux qui demandent l'asile. Voilà. Et ça, c'est pour l'Europe. Voilà. Après, chaque pays peut essayer d'améliorer son propre système, mais je crois que c'est ça qui est essentiel. En ce qui concerne la France, je pense que notre problème n'est pas dans l'accueil des demandeurs d'asile, même si je suis d'accord, il y a des situations indignes. Aujourd'hui, notre problème, c'est de prendre en charge ceux à qui nous avons donné une protection. Et je pense que là, il faut avoir un système qui couple le logement, la formation professionnelle, en liaison avec des perspectives de développement économique. On a des régions où on a quand même des déficits d'emploi ou de main-d'œuvre qualifiée, et en même temps, on a de la vacance de logement parfois dans ces mêmes régions. Je pense par exemple à l'ouest de la France. Il y a là une politique beaucoup plus directive à avoir et qui est accouplée un peu avec ce que vous faites, c'est-à-dire l'équivalent de Pôle emploi, qui solvabilise les personnes dans des lieux de logement et soit beaucoup plus directive sur la formation professionnelle pour pouvoir déboucher après sur une véritable autonomie, parce que la dernière chose que nous devons casser, c'est la logique de ghetto. Or, nous avons, des mécanismes qui amplifient l'effet de ghetto, en particulier, malheureusement, par le biais de l'attribution de logements sociaux qui concentrent de plus en plus l'immigration dans certaines zones. L'exemple, et j'en terminerai par là, c'est Paris. Paris, c'est une ville où le nombre d'immigrés diminue dans la population globale, en particulier les immigrés de niveau social moyen ou des ouvriers, etc. Et ceux qui quittent Paris, ils vont en Seine-Saint-Denis, et puis maintenant ils vont dans le Val d'Oise, etc. Et il y a des concentrations d'immigration qui sont en même temps des concentrations de pauvreté qu'il faut arriver à casser. Oui. Pierre-Henri ? Oui, je partage le diagnostic et les propositions de Didier Lesky sur le plan européen. Coopération renforcée, harmonisation des procédures d'asile, tout en n'oubliant pas que, par exemple, l'asile, c'est un sujet de droit. Et donc, la question de l'harmonisation, c'est toujours savoir par quel bout on le prend. Et c'est le véritable enjeu. Ensuite, je remarque que, si je puis me permettre, le jacobin Didier Lesky se soigne et prône une certaine décentralisation, une autre gouvernance, un travail avec les régions. C'est absolument nécessaire pour ramener au plus près des territoires, évidemment, les comblements de besoins et une véritable politique d'intégration de logement. Mais moi, je dirais en plus au président qu'il faut un dispositif cohérent, et que le dispositif cohérent, il passe aussi par la rapidité des procédures, pas simplement dans la répétition pour en faire un objectif qui est le même depuis 20 ans, mais qui, à force de ne pas être atteint, devient évidemment ridicule, et sur une véritable politique d'éloignement. Dignité, intégration, éloignement. Sinon, nous sommes en permanence dans des angles morts. Alors, moi, j'ai appris quelque chose ce soir qui m'a quand même assez étonnée.
ce que vous avez dit sur le manque de politique d'anticipation en France. Pourtant, pour nous Allemands, on voit les hommes politiques français souvent comme visionnaires, alors qu'en Allemagne, on n'a pas ce genre de discours, une vision sur plusieurs années. Donc je trouvais ça assez frappant que vous avez en quelque sorte, et bien sûr en partant d'une vision plutôt jacobine, mais vous avez aussi démonté cette idée que c'est la centralisation qui le défaut. Je trouvais ça très intéressant ce que vous avez dit sur le fait que finalement le millefeuille administratif était un frein pour une bonne organisation de cela. Et je garde vraiment de notre discussion l'idée que ce qui importe le plus, c'est vraiment avoir un regard sur l'humain qui se cache derrière tous ces chiffres et les mots intégration et immigration. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et j'espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Nous, en tous les cas, on était très contents de se voir en direct. Merci beaucoup Merci. à la Maison Heinrich Heine. Merci. Merci. Merci.